Maintenant, on va voir les notions de système temps réel. Donc, on a parlé de système embarqué. Maintenant, lorsqu'on parle de temps réel, euh, on parle d'un système matériel ou logiciel qui est sujet à des contraintes qu'on dit temps réel. Donc, par exemple, il y a une obligation de répondre en deçà d'une certaine période de temps à certains événements. L'événement arrive, il faut avoir une réponse en 25 millisecondes, par exemple. Donc, ça, c'est une contrainte qui est imposée. Mais un système temps réel doit être conçu pour pouvoir respecter cette contrainte-là de façon rigoureuse et non pas avec un. On va essayer, mais c'est vraiment de pouvoir assurer, donner des garanties comme quoi les contraintes vont être respectées. Donc, un système temps réel, ça fonctionne avec une collecte d'informations. Il y a des capteurs, il y a un lien réseau possiblement ou un lien filaire avec une unité de contrôle. Donc, on reçoit l'information, on reçoit les mesures. Puis après ça, ce système-là peut agir sur son environnement. Donc, on a des actuateurs, que ce soit des moteurs, un contrôle d'ouverture de valve ou d'allumer des lumières, d'afficher une information à l'écran. Donc, ça, c'est vraiment les actions, ce que le système peut faire sur son environnement. Puis, il y a une notion d'interaction humain-machine, dans le sens que si on assiste, si on est dans un contexte où il y a des humains qui utilisent le système, bien, il faut être capable d'interagir avec eux. Donc, ces interactions-là se font de certaines façons avec des interfaces par écran, par lumière, par mouvement. Donc, avec ça, on peut interagir puis avoir des liens avec l'humain. Euh, Donc, il y a certaines exigences temporelles de ce genre de système-là. Donc, à savoir qu'on veut que les traitements se fassent en dedans de certaines contraintes. Généralement, les interactions humain-machine sont faciles à respecter parce que nous, on est tellement lent comparativement à ces systèmes-là que le système a tout son temps pour pouvoir répondre. Donc, les exigences associées à ces interactions-là sont souvent faciles et pas nécessairement si intéressantes, si contraignantes que ça. Mais souvent, en termes de contrôle, c'est beaucoup plus exigeant. Donc, les exigences sont plus difficiles à respecter. Et c'est là qu'il faut quand même avoir une approche puis des systèmes qui sont conçus pour pouvoir respecter ces contraintes-là. Un exemple de boucle de contrôle, c'est l'exemple de dire qu'on a supposons une cuve dans laquelle on a un liquide, donc une cuve de métallurgie, par exemple, où on va faire fondre un certain métal, ou du moins une cuve de traitement de liquide qu'on veut traiter à l'intérieur de notre système. Donc, ça, la cuve est l'objet qui est contrôlé. Puis dans notre exemple, on va dire ça. Ensuite, on a dit on a des capteurs qui vont prendre la température de la cuve, un flot de vapeur. Donc, ce n'est pas du métal s'il y a de la vapeur, c'est plus de l'eau très chaude, par exemple. Donc, on va mesurer la température de la cuve. On va avoir une mesure aussi du flot de vapeur qui sort de cette cuve-là. Et donc, lorsqu'on dit, ben, on va contrôler cet objet-là, cette cuve-là, on va mesurer, on va prendre des mesures dans cet objet-là, puis on va avoir aussi la capacité d'agir avec nos actuateurs en modifiant la valve. Fait que la valve, elle va modifier le débit de vapeur. Donc, dans le fond, on veut ajuster la vapeur qui va dans la cuve pour s'assurer qu'on a la bonne température, qu'on atteint la température qu'on veut. Donc, il y a une boucle de contrôle entre le capteur de température, on a aussi la mesure du flot de vapeur et on contrôle ça avec une valve. Fait que nous, l'intention, c'est de trouver finalement le point d'opération, d'ajuster finalement la valve afin d'atteindre ce qu'on veut avoir comme température en augmentant ou réduisant le flot de vapeur. Donc ça, c'est un exemple simple. Puis ça, ben, du fait que cette boucle-là qui fonctionne, ben, le délai de traitement doit être assez court. Et surtout si on a des contraintes d'atteindre des températures assez rapidement. Donc, dans ce contexte-là, il faut être capable de répondre rapidement, d'ajuster le flot en conséquence pour s'assurer qu'on respecte bien les, euh, les exigences de température. Et ça peut impliquer de devoir avoir une réponse qui est quand même assez rapide par rapport au contrôle de la valve. Ceci dit, dans une boucle de contrôle ou dans tout système temps réel, euh, on se soucie beaucoup de la variabilité dans les délais de traitement. C'est ce qu'on appelle en anglais le jitter.
Puis ça, c'est central parce que c'est là que ça joue beaucoup parce qu'on va toujours organiser le système. Ouais, en général, on va organiser le système pour qu'il puisse répondre au pire des cas. Fait que s'il y a une grande si on a une contrainte qu'on est quand même capable de respecter très facilement, 90% du temps, mais que 10% du temps, le contrôle n'est pas bon, ça se fait mal, mais là, on peut dire que 10% du temps, on va manquer l'échéance, on va manquer la contrainte de par une grande variabilité. Donc, d'être capable d'évaluer cette variabilité-là, puis d'être capable de la contenir, d'avoir un système qui nous assure que la variabilité est quand même assez réduite. Mais si on regarde le pire des cas, donc le cas où on est le délai le plus long, par exemple, en termes de traitement, bien, on ne sera pas si mal que ça. Des fois, on va être prêt à faire des compromis pour dire on est prêt à augmenter le délai de traitement si on est quand même en mesure, conséquemment, de réduire la variabilité de ce traitement-là. Si on regarde ici, donc on voit ici que le délai de traitement qu'on a là est quand même d'une certaine longueur, puis la variabilité est assez grande. Ce qu'on peut voir, c'est que si on se concentre seulement sur le délai moyen, on peut dire, mais on arrive à quelque chose comme ça ici, qui peut paraître être raisonnable. Mais si on regarde le pire des cas, on peut dire que le pire des cas, il est là, puis là, lui, quand même, la différence entre les deux est importante. Et peut-être qu'on voudrait réduire cette variabilité. Quitte à ce qu'on tasse la moyenne comme ça, mais on veut aussi réduire la variabilité pour arriver peut-être à un délai maximum qui va être réduit. Donc, vu qu'on est toujours en train de se définir des contraintes, vu qu'on se définit des contraintes ici qui sont assez, comment je dirais, euh, des contraintes qui peuvent être assez grandes et qui peuvent être assez contraignantes, qu'on veut respecter avec le délai maximum, bien, dans ce moment-là, on va tenir compte de la variabilité. C'est quand même un élément qui est très important. Donc, aussi la variabilité du délai, si on se ramène dans le contexte de la boucle de contrôle pour une cuve, on disait, bien, on veut pouvoir contrôler la valve pour assurer d'atteindre une certaine température. Mais s'il y a des délais importants dans notre traitement, ça peut induire des erreurs, même sur le résultat qu'on va obtenir. Parce que, par exemple, ici, on voit si on a un certain temps à faire le traitement, ou du moins, on dit après un certain temps, on va voir l'effet sur la mesure. On va dire, bien, à ce point-là, on a cette mesure-ci. Donc, normalement, à ce point-ci, ce qui nous intéresse d'avoir comme mesure, on a cette mesure-là. Mais si finalement, la mesure ne se prend pas exactement à ce moment-là, parce que ça découle d'un certain délai, qu'il y a une certaine variabilité, et que finalement, on prend la mesure à ce point-ci, après un certain délai, mais on va voir que ce qu'on va avoir comme résultat ne sera pas ce qu'on pensait. Donc, on va avoir une certaine différence ici qui est un effet de la variation du délai sur la mesure, à savoir qu'on n'a pas pris notre mesure au moment précis qu'on pensait qu'elle serait prise. On l'a pris dans un moment qui est arrivé un peu après ou un peu avant que le moment attendu. Et donc, la variabilité de délai peut induire donc de l'incertitude dans les mesures, peut induire certains problèmes. Donc, si c'est important de prendre des très bonnes mesures, des mesures de qualité, bien, on a intérêt à réduire cette variabilité-là, d'avoir des assurances sur le moment précis où sera prise la mesure, parce que ça va être une façon de réduire l'incertitude qu'on a sur cette mesure. Il y a deux grands types de temps réel, de contraintes de temps réel. On va parler de système temps réel dur, Hard Real-Time System, qu'on dit en anglais. Là, dans un système temps réel dur, on doit toujours produire le résultat attendu dans les délais imposés. Donc, on dit on peut répondre en dedans de 20, on doit répondre en dedans de 25 millisecondes, on doit être en dedans de 25 millisecondes. Donc, ça, c'est plus contraignant. Alors que le temps réel doux, ça, on est plus permissif. On va dire on veut répondre en dedans de 25 millisecondes, je ne sais pas, 98% du temps. On a quand même un 2% du temps où ça peut être un peu plus long, ou si, sans le caractériser comme ça, on peut avoir des activités hors de notre contrôle. On sait que ça peut faire que ça soit plus long, puis l'effet, là, c'est-à-dire ce qui va en découler ne va pas être catastrophique. Parce que souvent, dans les systèmes temps réel dur, on impose des contraintes qu'on doit absolument respecter. Et le non-respect de la contrainte dure peut imposer des conséquences, peut amener des conséquences qui sont catastrophiques. En temps réel doux, on s'attend que ça ne soit pas catastrophique. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas une catastrophe tant que ça.
Fait que pour comparer un peu ce que c'est du temps réel dur avec du temps réel doux, là, du hard real time et du soft real time, si on regarde les temps de réponse, dans du temps réel dur, les temps de réponse sont courts généralement et les échéances sont strictes. Donc, on dit ça va, ça prend quand même des délais serrés qu'on doit respecter de façon avec des garanties très élevées. Dans du temps réel doux, les temps peuvent être plus longs, puis on peut tolérer des manquements d'échéance. Ce n'est pas idéal, mais possiblement, si on est un peu plus en retard, ça va peut-être juste dégrader un peu la performance sans avoir des impacts catastrophiques. La performance à charge maximale dans un système temps réel dur, si on le charge à 100 de sa capacité, on s'attend que ça reste prévisible, on s'attend qu'il puisse continuer de respecter les contraintes, même s'il va peut-être être limite par rapport à certaines d'entre elles. C'est ça l'idée, c'est que ça soit quand même garanti qu'on va rester à l'intérieur du cadre qu'on se donne. Alors qu'avec du temps réel doux, ça peut arriver qu'on s'approche du 100 là, il y a une dégradation observée des performances, puis c'est là qu'on va tendre à moins bien respecter les contraintes qu'on s'est imposées. La cadence de contrôle est dictée par l'environnement. Dans le fond, c'est souvent l'environnement qui va nous imposer de quelle façon on fait le contrôle. Ça vient de l'extérieur, par exemple, on veut chauffer une cuve de liquide avec de la vapeur. On a un certain liquide, on a un certain environnement, puis on va tenter de respecter ça, puis s'assurer que le contrôle se fait en tenant compte de ce qui se passe dans l'environnement, en tenant compte de la température du liquide, puis là, ça dépend de la nature du liquide, la quantité de liquide, etc. Alors qu'en temps réel doux, c'est plus dicté par l'ordinateur. Souvent, on va imposer un contrôle régulièrement avec une certaine fréquence. S'il y a beaucoup d'activités qui se passent en deux moments où on fait le contrôle, ben, ça peut impliquer qu'on va manquer ou avoir un certain effet sur la performance, mais vu qu'on est dans le temps réel doux, ce n'est pas catastrophique. Normalement, on devrait être capable de tolérer ça. La sûreté de fonctionnement aussi, elle est souvent critique dans du temps réel dur, donc il faut que ça soit sûr de fonctionnement, alors qu'en temps réel doux, c'est justement non critique. S'il y a un problème de fonctionnement, ce ne sera pas un événement qui peut être très problématique. Généralement, dans du temps réel dur, on ne gère pas des grosses données. On a des petites données, des petits jeux de données, des petits fichiers, quelques informations, une mesure de température, une mesure de vitesse. Et c'est ça. Donc, il faut que ça soit léger pour pouvoir être contrôlable de façon rapide et en même temps en respectant de façon stricte les échéances, alors qu'avec du temps réel doux, on peut aller vers des plus gros fichiers, des plus gros jeux de données. Dans du temps réel dur, souvent, pour respecter les contraintes, pour s'assurer que le système ne va pas déraper, on va faire appel à de la redondance qu'on dit active, ou là, possiblement qu'il y a plusieurs composantes qui fonctionnent en même temps, qui font le même traitement, puis on s'assure que s'il y en a une qui fait une erreur ou qui tombe en panne, les autres sont déjà opérationnels et ils vont reprendre le relais immédiatement. Alors qu'en temps réel doux, on va plutôt faire des points de reprise, du checkpoint, à savoir que si on sauvegarde régulièrement les résultats, ou du moins on va avoir des points de sauvegarde en mémoire, puis s'il y a quoi que ce soit comme problème, on est capable de recommencer si on voit qu'il y a une panne ou une erreur. L'intégrité des données dans des systèmes temps réel dur est assurée à court terme, donc c'est intègre. Il y a un changement normalement très rapidement. On devrait s'assurer que ces données-là le changement est bien pris, puis on a tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'il n'y a pas des changements indus, problématiques, où on peut faire des vérifications de checksum, par exemple, très fréquemment. Mais ce n'est pas tellement la bonne approche. Les vérifications de checksum, c'est plus dans du temps réel doux, où là, on regarde plus ça à long terme, ou peut-être que fréquemment ou de temps en temps, on va faire des vérifications d'intégrité des données, sans nécessairement activement toujours vérifier et s'assurer qu'elles sont intègres. Normalement, la détection des erreurs devrait être aussi autonome que possible dans des systèmes temps réel dur pour que le système puisse pallier, répondre et respecter les contraintes qu'on lui a imposées, alors que dans du temps réel doux, ça se peut qu'on demande à l'utilisateur d'intervenir. Donc, si on regarde la fiabilité de fonctionnement, la sûreté de fonctionnement, ce qu'on appelle la dependability en anglais, donc c'est très difficile à traduire avec des mots exacts parce que qu'en anglais, il y a plusieurs mots qui absorbent différentes nuances, alors qu'en français, on parle beaucoup de sécurité, sûreté de fonctionnement. La première notion qui est vraiment importante, c'est la fiabilité. C'est de dire, si on regarde un système, c'est quoi la probabilité que le système
va offrir un service jusqu'au temps T, sachant qu'il est opérationnel au temps T0 qui est maintenant. On regarde maintenant, c'est quoi la fiabilité, la probabilité que le système soit fonctionnel dans 5 heures d'ici, par exemple. Et ça, c'est une mesure de fiabilité. On a la sûreté. Donc, la sûreté, c'est différent de la fiabilité dans le sens qu'on regarde c'est la fiabilité. Si on rencontre un état critique, un état d'échec, puis qu'est-ce qui arrive au système? Est-ce que le système va se mettre à bloquer, à bugger, puis à ne plus rien faire, ce qui est problématique? Sinon, s'il est capable de se réparer, donc on peut dire que la faute est bénigne, elle est réparable, donc on va pouvoir réparer la faute et refonctionner. Donc, dans les fautes bénignes qu'on peut réparer, il n'y a pas de problème. Quand on atteint un état d'échec critique, ça découle souvent d'une faute maligne. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que si on atteint une faute maligne, un état d'échec, est-ce que le système continue de fonctionner de façon erronée et crée plus de problèmes encore? C'est important, ça, de savoir c'est quoi la fiabilité par rapport à l'atteinte d'un état d'échec critique. Si on voit une faute bénigne là, qui n'est pas catastrophique, qui ne met pas le système complètement en échec, on peut regarder la maintenabilité, à savoir le temps que ça prend pour réparer un système après une faute bénigne. Donc, la faute survient, elle est bénigne, on voudrait réparer finalement la faute, ça va prendre combien de temps? Donc, ça, c'est donné par la maintenabilité. Puis la disponibilité, c'est le ratio finalement du temps où un système est en service par rapport au temps mesuré. Fait qu'ici, la disponibilité, on va utiliser ce qu'on appelle le MTTF, le Mean Time to Failure. Donc, ça, c'est le temps moyen avant d'avoir une panne. Donc, on peut associer ça à la maintenabilité, divisé entre le temps moyen pour atteindre une panne plus le temps MTTR pour la réparer. Mean Time to Repair. Donc, ça, ce ratio-là nous donne ce qui nous intéresse. Dans le fond, on peut synthétiser ça à MTTF, Mean Time to Failure, divisé par MTBF, Mean Time Between Failures, le temps moyen entre deux pannes. Ce n'est pas la même chose parce qu'au temps zéro, on est fonctionnel, on dit ça va, on vient de relancer le système, on vient de lancer une première fois le système. MTTF, c'est le temps moyen avant que le système tombe en panne. On dit on le lance maintenant. Dans 6 heures d'ici, en moyenne, ça prend 6 heures avant qu'il tombe en panne. Ça peut être 12, tout comme ça peut être 3 heures avant qu'il tombe en panne, mais on peut dire que le temps moyen est de 6 heures. Et si ça prend 1 heure à réparer le système, bien, on peut dire que le mean time between failures, le temps moyen en deux échecs est de 7, 6 plus 1. Parce qu'on inclut le temps finalement de réparation là-dedans. On voit ici, on a un bel exemple, on dit on est en fonction ici. Le MTBF, c'est le temps de fonctionnement plus le temps de réparation. Et on a aussi la notion de sécurité. Donc, on peut regarder l'authenticité et l'intégrité de l'information ainsi que sa capacité à prévenir les accès non autorisés. On parle souvent de hackers et de sécurité informatique, mais ça tombe ici en termes de sécurité. Mais ce n'est pas la seule notion d'insécurité de fonctionnement. On parle de sûreté de fonctionnement par rapport aux pannes du système, par rapport à sa réparabilité, par rapport à donc aussi à la sécurité par rapport aux accès. Lorsqu'on observe des défaillances dans notre système temps réel dur, on veut pouvoir atteindre un état sûr, donc un état où le système ne va pas causer des problèmes, plus amples problèmes. Donc, en cas de défaillance, on doit être capable d'avoir un ou des états sûrs sur lesquels on peut arriver, qui peuvent faire en sorte que le système cesse de fonctionner, mais du moins, il ne va pas créer de dommages supplémentaires. Donc, si ces états-là peuvent être atteints rapidement, le système, on dit qu'il est sûr en cas de défaillance. Il y a une défaillance, mais le système va être sûr, il va tomber dans un état sûr assez rapidement. Donc, on va dire que c'est un système qui est fail-safe. Donc, il va quand même résister bien aux échecs. En cas de défaillance, un système sûr en cas de défaillance doit avoir une probabilité de détection proche de 1. Dans le fond, on veut pouvoir être certain ou pas mal certain de détecter le problème. Dans certaines circonstances, un état sûr ne peut pas être atteint. Par exemple, un système de contrôle de vol d'un avion,
Si le système de contrôle tombe en panne, redémarre, il se met dans un état d'attente disant, ben, je vais tomber en panne, je me redémarre, mais j'arrête ici sans aller trop loin. Ben, ça peut être problématique parce que l'avion, ben, comment on va le piloter, là? Il faut tomber sur un call, le pilote va prendre le contrôle. Mais si on se fie sur le système de contrôle uniquement, ben, ça ira pas. Il y a des grands risques, des grands enjeux que l'avion s'écrase puis que tous les gens à bord puissent en décéder. On peut dire aussi que, donc on dit dans ce cas-là que le système doit être opérationnel en cas de défaillance. Donc, dans le fond, si on ne peut pas atteindre un état fail-safe, un état sûr, on peut dire que le système reste quand même assez fonctionnel avec les éléments de base, un niveau de service minimal qui permet d'éviter les catastrophes. C'est-à-dire peut-être que pour l'avion, ben, il va retomber dans un état qui va exiger que le pilote contrôle pleinement l'avion avec les mesures qu'il reçoit par télémétrie en contrôlant le manche à balai, et ça pour le reste du voyage, étant donné que le système de pilotage autonome, lui, ne fonctionne plus. Donc, oui. Donc, ça, c'est un exemple où on est fait opérationnel, on va défaillir, le système va moins bien fonctionner, mais on va éviter des catastrophes. Une autre caractéristique aussi des systèmes temps réel, c'est qu'on veut avoir une réponse garantie, parfois dans certains cas, on veut que ça soit garanti. Dans d'autres cas, on va parler d'un meilleur effort, en disant un best effort, où là, on dit, on va faire un... Donc, si on dit on est capable, si on fait des hypothèses précises sur la charge et la faute, puis on est capable de bien les énoncer, on va parler d'un système avec une réponse garantie. Donc, il va être capable de répondre à ça de façon sûre, de façon fiable. Donc, dans ce cas-là, la probabilité de défaillance revient à la probabilité que les hypothèses de charge et de faute ne soient pas respectées, dans le sens que si on sort de ces hypothèses-là, c'est là qu'il va y avoir des vraies fautes. Souvent, de faire ces évaluations-là, à savoir si on analyse le système, les différentes les machines à état qui représentent le code, de quelle façon le système fonctionne, si on n'est pas capable d'avoir une certaine confiance, d'évaluer un peu les probabilités de défaillance, on n'a pas ce qu'il faut pour offrir une certaine réponse. En cas de faute, on va parler d'un système avec le meilleur effort, on parle d'un best effort. Donc là, on n'est pas capable d'analyser ça, mais on est capable de voir c'est quoi le meilleur effort qu'on peut faire. Donc ça, c'est en contraste avec la réponse garantie. Dans une réponse garantie, on sait que si on rencontre des fautes, on va être capable d'y répondre. Puis on va être capable de respecter, on peut dire, certains délais, si ça s'avère être une question de délai. Mais ça, cette analyse-là avec des garanties. Pour avoir des garanties, il faut être capable d'analyser notre problème, puis souvent analyser théoriquement, avec une certaine modélisation. Mais si ce n'est pas possible, si on n'est pas en mesure de donner ces garanties-là, mais qu'on va quand même orienter le système pour qu'il nous réponde bien, mais on parle d'un système avec le meilleur effort, un best effort, où là, on va essayer de donner le mieux qu'on peut selon les ressources et le temps qui est permis. Donc, il y a aussi différents types de contrôle. On parle du contrôle activé par le temps. Donc, c'est plus interne, il y a une horloge qui fonctionne. Cette horloge-là génère des événements. Et donc, on veut dire que le contrôle va être accroché à l'horloge et à toute une certaine fréquence, il va se mettre à jour puis il va tenter de faire un certain traitement. On peut aussi avoir un contrôle activé par un événement. Donc, il y a une activité externe, un humain ou un capteur ou quelque chose d'autre qui survient. Donc, les activités sont initiées par les événements externes. Donc, pour pouvoir gérer un système de contrôle activé par un événement, ça prend un ordonnancement dynamique des tâches. Donc, ça, c'est un changement par rapport à plusieurs pratiques de système embarqué, à savoir qu'on serait capable de recalculer la cédule pour l'exécution des programmes. Un exemple de ça, c'est pour lire les boutons d'appel d'un ascenseur. Lorsqu'on pèse sur une touche de l'ascenseur pour monter ou descendre, si on a du contrôle activé par le temps, comme le premier cas ici qu'on voit, la lecture des boutons va être périodique. Souvent, on va faire ça en polling, on va régulièrement mesurer.
Alors que si on a une approche activée par un événement, le microprocesseur ne va pas du tout interroger le bouton. Mais lorsque le bouton est pressé, le microprocesseur, le bouton va envoyer l'information au microprocesseur comme quoi il y a une interruption qui est générée immédiatement avec ce capteur-là, puis avec l'information transmise par le capteur, à savoir comment est-ce que le clic a été fait, comment est-ce que le bouton a été pesé, par exemple. Ça peut être rien, c'est juste de dire que le bouton a été pesé. Donc là, si c'est juste 0,1, ça va. Si on a pesé sur le bouton pour aller à l'étage 4, bien là, on va avoir l'information comme quoi c'est le bouton d'étage 4 qui a été pesé.